Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Écologue, le numéro 4 avril 2025. Écologue, mon vlog mensuel où je vous parle d'écologie. Bon, le mois d'avril a été plutôt chargé de mon côté, j'ai eu pas mal de choses à faire. J'ai été sur un chouette tournage avec mon pote Jay qui est réalisateur, que je salue au passage, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais revenir essentiellement sur 3 événements auxquels j'ai pu assister au début, au milieu et à la fin du mois. Il y a le SITL, le Salon International Transport et Logistique. Ensuite, il y a le film Inaction de Célia et Léo de Tomorrow Project que j'ai pu aller voir en avant-première au Grand Rex. Et puis pour finir, je voudrais vous parler de Change Now qui était donc le grand événement écolo au Grand Palais à Paris. Je vais vous parler de ces 3 événements, mais il y a un fil conducteur qui est l'action ou l'inaction. Mais si vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces événements, vous pouvez aller directement le voir en regardant le chapitrage dans la barre juste en dessous. Et sans plus attendre, on commence par le SITL. Alors, le SITL, c'est le Salon International Transport et Logistique. Donc, c'est un énorme salon qui a lieu tous les ans à Paris et qui rassemble tous les acteurs du transport et de la logistique. Donc, on parle bien de transport et de logistique pour les marchandises. Donc, on retrouve l'univers du train, l'univers du camion, l'univers du fleuve, l'univers du transport maritime et puis tout le secteur de la logistique. Comment faire transiter tous les machins qu'on achète à l'autre bout du monde et comment les faire arriver chez nous ou dans les magasins. Je résume, mais en gros, c'est ça. J'y vais parce que je suis employé par SNCF Réseau pour faire des vidéos et donc je profite d'être sur le salon pour regarder un petit peu ce qui se passe parce que le domaine du transport, vous savez, ça m'intéresse et évidemment, il y a plein de choses à dire en lien avec l'écologie. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le SITL, c'est pas la première fois que j'y vais et donc je peux observer un petit peu l'évolution du secteur du transport et de la logistique et on voit bien, c'est assez net, qu'il y a une volonté de la part des acteurs du secteur d'engager une transition écologique, en tout cas s'attaquer au problème du carbone. Alors, est-ce que c'est une volonté qui vient des acteurs eux-mêmes économiques? Je ne sais pas. C'est ce que ça peut aussi venir d'une contrainte politique, notamment en Europe, il y a quand même pas mal d'incitations à décarboner son industrie, avec notamment pas mal de subventions. Et donc on peut voir au SITL qu'il y a beaucoup de sujets sur les énergies vertes, le report modal, c'est-à-dire, je simplifie, mais ce qui circule actuellement dans des camions, on va essayer de le faire circuler sur des trains ou sur des fleuves, et en tout cas de réduire l'impact carbone au kilomètre de chaque objet transporté. Mais même si toutes ces entreprises font des efforts, en fait on se rend compte que ça reste quand même un gros business. Moi, tous les ans, ça me marque. Il y a une tonne d'innovation, il y a de l'argent. Disons qu'on peut le regarder avec le prisme du capitalisme et de la croissance. Et il y a des gens qui sont là à dire « Voilà, nous, on a fait des trucs de ouf. Regardez, on a des machines, elles roulent toutes seules. Ça, c'est des robots pour empaqueter les colis. Ça, c'est des machines, on sait pas trop à quoi elles servent, mais c'est trop cool. » Évidemment, il y a des gens qui sont là pour construire tous les outils pour la logistique. Quand vous achetez quelque chose en ligne, il faut mettre ce quelque chose dans du papier. Donc, il y a des gens qui font du papier ou du papier bulle. Ensuite, il faut mettre ça dans un colis, il faut empaqueter le colis, il faut fermer le colis. Il y avait des machines qui pliaient les cartons. Il faut ensuite balancer le colis un peu partout dans l'entrepôt où il est stocké, l'amener dans le camion. Ensuite, le camion, il doit faire un certain trajet. Parfois, ça monte sur un train. La logistique, c'est vraiment très compliqué. Et donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est que même si le secteur du transport et de la logistique veut se décarboner, veut faire mieux, même si on se met à transporter de manière complètement écolo tous les machins qu'on achète, le problème numéro 1, c'est la quantité de choses qu'on achète. Pour illustrer mon propos, je vous propose un graphique que j'ai trouvé sur Statista, c'est l'essor du commerce maritime mondial. Donc c'est le nombre de millions de tonnes de marchandises qui sont transportées dans le monde tous les ans via le fret maritime. Et on voit bien que depuis 1970, ça ne fait que grimper. Et que là, en ce moment, enfin en tout cas en 2021, on était à quasiment 11 milliards de tonnes de marchandises transportées tous les ans. Et donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que vous avez beau avoir un transport de marchandises décarboné, vous avez beau avoir un chemin hyper optimisé qui fait pas le tour de la planète 4 fois, vous avez beau avoir des colis qui sont réutilisables ou avec que du papier ou je ne sais quoi, ça reste quand même énorme. Et donc quand on est au SITL, on se rend compte vraiment de l'immensité de l'industrie du transport et de la logistique et donc en fait de tout ce qu'il y a derrière chaque achat qu'on peut faire. Là par exemple, ce truc là, j'imagine ce micro il a été fait sûrement en Asie
Ouais, il y a écrit Made in China dessus. Donc il est sûrement arrivé en Europe via un container. Ensuite, il a dû passer par une plateforme logistique quelque part, je ne sais où. Donc tout ça pour dire que le plus important, c'est quand même de réduire énormément notre consommation de biens et de marchandises. Ce mois-ci, j'ai eu la chance aussi d'aller à l'avant-première du film Inaction de Célia et Léo de Tomorrow Project. C'est un film sur lequel ils travaillent depuis 2 ans et je suis vraiment ravi d'avoir pu suivre l'évolution de la production de leur film et puis de enfin donc voir ce film donc, qui s'appelle Inaction et qui essaye de répondre à la question suivante: comment ça se fait qu'on n'arrive pas à agir face au péril écologique? Alors c'était très chouette de pouvoir voir le film au cinéma. Clairement, on était dans une salle avec un public convaincu. Ce que je retiens du film, c'est essentiellement 3 choses. Déjà, c'est cette idée du coût de l'inaction. Aujourd'hui, on dit ah bah dis donc, on va pas faire d'écologie. On dit donc, on va pas faire d'écologie parce que ça va casser le capitalisme et la croissance et ça coûte trop cher en fait de faire de l'écologie. Sauf qu'il y a cette idée que l'inaction a un coût et que à long terme, en fait, les désastres écologiques vont coûter beaucoup plus que ce que ça n'aurait coûté de les éviter. Je ne sais pas si vous me suivez. Par exemple, une sécheresse majeure à l'échelle de l'Europe peut avoir des conséquences sur l'alimentation énormes. Et ça, pour l'instant, on a du mal à quantifier ça parce que c'est pas facile, le climat. Ça, c'est la première idée que je retiens. La deuxième idée, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que c'est vraiment une approche familiale du passage à l'action. Ils sont pas là à dire c'est la merde, il faut changer, let's go, on va militer, mais plutôt discutons ensemble. Le film, il propose quand même beaucoup d'engager du dialogue de manière très apaisée. Et ça fait beaucoup du bien, c'est calme. Et il explique qu'on est quand même tous, quelque part, l'influenceur de quelqu'un, peut-être même parfois sans le savoir. Si vous passez à l'action et que vous faites des choses, ça va peut-être convaincre des gens, sans forcément qu'ils vous le disent ou que vous le sachiez, mais vous allez peut-être convaincre d'autres personnes en faisant. Et donc il y a cette idée de le passage à l'action diffuse. Et ça m'a beaucoup plu. Et puis enfin, parce que ça c'est le passage à l'action individuel, mais après il y a le passage à l'action pour tout ce qui est plutôt institution, entreprise ou même État ou des collectivités. Et il y a cette idée qui était exprimée par un chercheur qui disait: en fait, quand vous êtes la première personne, ou la première État, la première collectivité, la première entreprise à faire quelque chose, vous êtes la première personne à faire un pas dans le vide et vous savez même pas trop de quoi est fait ce vide. Et j'ai trouvé cette idée vachement intéressante parce que si on l'applique par exemple aux pétroliers, mettons que, sait-on jamais, Total un jour dise « Ok, j'arrête le pétrole ». Trop bien Total, bravo. Mais Total fera jamais ça parce que s'ils font ça, en gros, ils vont perdre dans le secteur de l'énergie où ils sont plutôt dans une position de force. Ils vont reculer complètement en faisant ça. Peut-être que leur valeur en bourse va chuter. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est l'inconnu. Ça serait bien pour le monde, mais pour eux, c'est l'inconnu. Et donc, le plus dur, c'est que c'est le premier. Parce que si Total le fait en mode je m'en fous, moi je saute dans le vide, il n'y a pas de problème, et que ça se passe bien, après d'autres vont peut-être suivre, et ça c'est très cool. Mais c'est le premier pas qui est le plus dur. Et ça peut être ça le frein de l'inaction pour des grandes institutions, des entreprises, des collectivités, bref, à une échelle un petit peu plus globale. Voilà. Donc le film Inaction, il est accessible sur Ushuaïa TV, que vous avez peut-être en fonction de vos différents abonnements internet, de box ou Canal+, ou ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Moi, ce que je conseille, c'est évidemment d'aller le voir et de partager ce film au maximum. Mais si vous regardez cette chaîne, je pense que vous êtes déjà plutôt sensibilisé aux enjeux écolos. Et donc ce film ne s'adresse pas forcément directement à vous, mais plutôt à vos proches, à votre famille. C'est un film qu'il faut partager autour de vous, et ça c'est le plus important. Autour de vous, vous avez peut-être des gens qui vous écoutent mais qui ne comprennent pas ou qui eux ne savent pas comment passer à l'action, ne peuvent pas, montrez-leur ce film. À mon avis, c'est vraiment le public cible, c'est vraiment un film à partager, et je remercie Célia et Léo de l'avoir réalisé parce que je pense que c'est un super outil pour aider les gens à passer à l'action. Il y a une tournée de ciné-débat qui est organisée et je vous mets le lien de leur site web où il y a toutes les infos dans la description de la vidéo. Alors,
Change Now. Cette année, Change Now, ça a fait couler quand même pas mal d'encre, notamment par la tribune qui a été publiée sur le site de Bon Pote quelques jours ou la veille du début de l'événement. Donc Change Now, c'est quoi? C'est un gros événement genre salon qui a lieu tous les ans à Paris. Enfin, c'est le salon écologique, en tout cas, qui dit que c'est les acteurs de la transition. Voilà. Moi, je n'y étais jamais allé et cette année, je me suis dit, bah let's go, on va voir. Est-ce que c'est vraiment un truc écolo ou est-ce que c'est plutôt du greenwashing? Bon, je suis assez mitigé. Alors déjà, il faut savoir que Change Now, c'est un lieu où il y a pas mal de choses. Déjà, il y a des entreprises. Les stands des entreprises, c'est des petits stands et les entreprises sont là pour présenter les solutions qu'elles amènent au changement climatique. Elles sont regroupées dans différentes catégories, l'alimentation, le sol, la mobilité, l'inclusion, les villes. Voilà, il y a pas mal de choses. Et en plus de ça, il y a des conférences, des grandes plénières, des plus petites plénières, des plus petites salles, il y a des dômes. Il y a aussi des événements internes à Change Now, comme Film for Change, qui était un petit événement qui durait une après-midi sur le cinéma et l'écologie, par exemple. La première réflexion que je me suis faite en me baladant un peu dans les allées de l'événement, c'est que Change Now, en fait, pose les bonnes questions, mais n'apporte pas les bonnes réponses. Donc par exemple, il y avait ce stand sur les médias, et le stand appartenait à Bouygues, et donc il y avait un panneau qui posait la question: quel rôle les médias peuvent-ils jouer dans la transition écologique? Ok, très bien, bonne question. Et la réponse était en 2 sous-panneaux en dessous qui expliquaient que 1, Bouygues avait fait un programme qui s'appelait Reconnecter. Alors je suis allé voir, c'est une série de vidéos en ligne, en vrai pourquoi pas, avec des influenceurs du web qui racontent comment se déconnecter des écrans. Et puis après, la deuxième chose, c'est que TF1, le groupe TF1, c'est un média qui est là pour partager au grand public les enjeux environnementaux. Sauf que, un peu plus tard dans la journée, à l'événement Film for Change, il y avait une personne de TF1 qui est venue expliquer, alors j'ai plus la phrase exacte en tête, mais qui est venue expliquer que TF1 ne pouvait pas financer des programmes en prime time qui abordaient de front des sujets importants d'écologie parce que c'est trop dur pour le public. Voilà, c'était ça le délire. Et en fait, moi je me suis dit, mais est-ce que le TF1 prend les gens pour des cons? Il y a peut-être un peu de ça, mais est-ce qu'à force de prendre les gens pour des cons, les gens deviennent pas vraiment cons? Peut-être un peu de ça aussi. Moi le premier, je regarde pas mal de programmes de télé ou de films, etc. Donc ça nous abrutit tous un petit peu. TF1 c'est un média et ça devrait être son rôle justement de nous rendre plus intelligents. Mais il est aussi là pour vendre des trucs. Donc voilà. Donc en fait c'est un événement qui sait que ça va pas. Mais la réponse à ça va pas, c'est on va garder le capitalisme et on va faire avec parce qu'en fait la croissance c'est la seule manière de faire. Donc il y a vraiment cette idée, ça ressemble vraiment à un salon professionnel d'entreprise et donc on sait pas trop si les boîtes sont là vraiment dans une attitude de on s'intéresse à l'écologie, on vient voir comment c'est, ou plutôt regardez comme on est vert, et en fait ils s'achètent un peu une conscience quoi. Moi j'ai plus ressenti ça, un espèce de greenwashing décontracté quoi, de ouais l'écologie carrément, nous on fait l'écologie. Pour vous donner un exemple, dans l'événement Film for Change, il y avait à un moment une conférence sur le financement des films à impact, et il y avait une personne qui était là de BNP Paribas. Il y a un fonds chez BNP qui finance des films à impact. La personne de la BNP disait oui, nous on aime bien financer des films à impact, c'est vraiment important pour nous. Et en fait c'est marrant parce que à côté de cette personne là il y avait une autre personne qui elle venait d'un fonds privé, je crois que ça s'appelle Impact, qui est une boîte de prod en fait qui va financer des films à impact. Et là cette personne elle était à fond, tu la sentais convaincue par ce qu'elle disait et par les sujets, alors que la personne de la BNP ça faisait un petit peu plus je récite des slides. Et donc pour moi c'était vraiment ce sentiment de on est là pour faire joli quoi, c'est-à-dire que regardez on a donné de l'argent à Change Now, regardez on vient parler d'écologie, donc c'est bon on a fait notre part. Et tu vois typiquement sur un exemple comme la BNP, ça fonctionne pas parce qu'on sait ce que fait la BNP, c'est la première banque en France à financer les énergies fossiles, donc ça va pas du tout quoi, la dissonance cognitive elle est majeure. Ouais on est là, regardez on dit des trucs, on montre des trucs, bon après on fait rien, dans les faits on va rien faire, mais la vitrine elle est cool, elle est jolie, elle est verte. Donc ça c'était un peu gênant, néanmoins il y avait quand même pas mal de choses intéressantes. Moi j'ai particulièrement apprécié
toute la partie qui était en dehors du Grand Palais, qui était le long de la Seine, qui s'appelait l'Odyssée de l'eau, où il y avait tout ce qui touchait au sujet maritime. Donc par exemple, il y avait des boîtes comme Sailcop ou Grain de Sail. Si vous les connaissez pas, je vous mets les liens là dans la description. Et il y avait des chouettes conférences, notamment j'ai fait une conférence sur les sons de l'océan et j'ai aussi eu la chance d'assister à une conférence sur la Seine. C'était les gardiens de la Seine, où il y avait Marine Calmé qui travaille sur les droits de la nature et Emma Aziza qui est hydrologue. Bref, voilà, plein de choses hyper intéressantes de ce sujet-là. Et aussi, j'ai eu la chance par hasard de tomber sur Rob Hopkins. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez vu le film Demain de Cyril Dion, vous l'avez déjà vu, c'est ce monsieur-là que vous voyez à l'image qui est à l'initiative des villes en transition et j'ai eu l'occasion de tomber sur une de ses conférences qui était hyper intéressante et d'ailleurs j'ai démarré la lecture d'un de ses livres que j'avais chez moi que j'avais pas encore lu. Je m'égare un petit peu dans mes pensées mais tout ça pour dire que à Change Now on peut quand même voir des gens qui sont là pour nous raconter des choses hyper intéressantes et des gens qui agissent. Mais tous ces gens qui agissent et qui font des choses, à Change Now, ils viennent pas révolutionner le monde. C'est des choses qu'on sait déjà qu'ils font, qu'ils expriment déjà ailleurs. C'est pas Change Now qui crée l'événement, quoi. Donc bon, voilà, un petit peu mitigé sur Change Now. D'ailleurs, à la conférence que j'ai suivie de Rob Hopkins, il a dit « We have to cultivate longing ». Il faut qu'on cultive l'envie et ça me fait une super transition pour la dernière chose dont je voulais vous parler, qui est le livre Ecotopia, que j'ai pu lire pendant ce mois d'avril. Alors j'en avais parlé dans la vidéo Solarpunk, je vous mets le lien juste ici. Donc Ecotopia, roman de 1975 d'Ernest Kellenbach, c'est l'histoire de 3 États américains le long de la côte ouest qui vont faire sécession des États-Unis dans les années 80 et ils coupent complètement les relations avec les États-Unis parce qu'il y a une vraie volonté de s'éloigner complètement des États-Unis qui est clairement le capitalisme. Et donc on est, si j'ai bien compris parce que c'est pas très clair, mais on est une vingtaine d'années après la sécession et il y a pour la première fois un Américain qui est autorisé à rentrer en Ecotopia pour voir comment c'est. Et cet Américain n'est autre que William Weston qui est reporter dans un grand journal à New York. Et William il arrive et il se dit franchement c'est qu'une bande de hippies et je vais vous démontrer que c'est que des losers. Ouais, il arrive, il part là-bas et il y croit pas du tout à l'écologie et à reconstruire un autre modèle de vivre ensemble. Clairement c'est pas son truc. Et en fait William il change d'avis. En fait, le livre, c'est 2 choses en alterné. C'est les articles qu'il envoie aux États-Unis, qui sont vraiment dans un style un peu journalistique, et c'est son propre journal intime, où là, il y a un peu plus ses pensées à lui. Et comme chaque article est thématique, l'économie, l'éducation, les transports, les villes, ce genre de sujet, et qu'après lui, en même temps, on a son histoire, comment ça se passe. Il reste quand même 1 mois et demi là-bas. Ça nous permet d'explorer Ecotopia, et franchement, j'ai adoré. Et j'ai été hyper surpris parce que... le livre date de 1975 et franchement, à quelques détails près, on pourrait croire que c'est quelque chose qui a été écrit aujourd'hui, 50 ans plus tard, tant les propositions sont cohérentes avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur comment il faudrait changer le monde. Par exemple, dans la vidéo avec les 10 idées pour le monde de demain, vraiment, ces idées-là, on les retrouve dans ce livre de 1975. Alors, c'est assez incroyable, mais par contre, là où c'est flippant, c'est qu'on se dit, en fait, on sait depuis 1975, le rapport Meadows sur les limites à la croissance, il date de 1972. Donc, on est un peu dans une stagnation, là, depuis un demi-siècle sur ce sujet. Ça fait un petit peu flipper. Mais si on arrive à oublier ça, c'est quand même hyper chouette. Ça donne vraiment envie. Moi, vraiment, je le lisais et je me disais... mais let's go, j'ai envie d'aller en Ecotopia ou de vivre en Ecotopia ou d'implémenter des choses qui sont faites là-bas, ici en France ou en Europe ou ailleurs, quoi. Voilà, c'est trop cool. Je vous invite vraiment à lire ce livre. C'est un bon divertissement. En plus, c'est assez sympa. C'est pas un essai sur l'écologie, c'est vraiment un roman. Ça donne plein d'idées et franchement, c'est une bonne guideline. Alors après, il rentre pas dans les détails de la finance et tout, mais en tout cas, c'est quelque chose. On le lit et je reviens sur Rob Hopkins, ça donne envie, quoi. On le lit, on se dit mais oui, mais voilà. Un pays dans lequel j'aimerais vivre et qui a l'air un petit peu concret. Donc trop chouette. Et dernière chose que je voulais vous mentionner avant la fin de cette vidéo, c'est que au mois d'avril, j'ai passé quelques temps sur une chaîne Twitch, et oui, sur du jeu vidéo. J'ai suivi les aventures de Florian Doyen qui s'est mis à faire de l'éco-gaming. Donc il joue à des jeux sur Twitch. Si vous ne connaissez pas le principe de Twitch, c'est que tu joues à un jeu vidéo
et les gens te regardent et on discute avec la personne qui joue. Et Florian il s'est dit les gens, il y a beaucoup de gens qui regardent d'autres gens jouer à des jeux, c'est un vrai média aujourd'hui, et il s'est dit let's go faire ça avec des jeux qui parlent d'écologie. Et donc j'ai trouvé la démarche hyper intéressante et j'ai passé pas mal de temps sur sa chaîne Twitch, donc je vous mets un lien dans la description si vous voulez aller voir de l'éco-gaming, du jeu vidéo et de la sensibilisation à l'écologie mélangés en même temps. Ça marche vraiment bien et c'est hyper intéressant, donc je vous invite à nous rejoindre pour un prochain stream. Voilà, c'est tout pour le mois d'avril 2025. À l'heure où cette vidéo est publiée, moi je suis à l'Académie du Climat pour rejoindre Damien Devillet à l'avant-première du premier épisode de sa série Terre de Relations. Et d'ailleurs, je retrouverai Damien un peu plus tard dans le mois pour on vous prépare une petite série de vidéos. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager tout ça. Ça va être hyper intéressant et il y a pas mal de projets de voyage là pour la fin du printemps et l'été, donc je vous tiendrai au courant de tout ça évidemment dans les prochains épisodes. Sortira très vite, j'ai beaucoup avancé mais j'ai pas eu le temps de le finir, sortira donc très vite le film sur le voyage à Madrid et à Barcelone que j'ai fait fin mars. Ça va être un chouette film, donc stay tuned comme on dit. N'oubliez pas de mettre un pouce, de vous abonner et de mettre la petite cloche. Et puis si vous voulez, vous pouvez soutenir la chaîne sur la page Buy Me a Coffee. Moi de mon côté, je vous dis à très vite pour la vidéo sur l'Espagne et puis pour un prochain numéro d'Écologue. Et je vous souhaite un excellent mois de mai 2025. À bientôt.